Amina Chachi, bonjour et bienvenue sur le Média en 442. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Kate, tout le plaisir est pour moi. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Docteur Chachi Amine, je suis titulaire d'un doctorat en ingénierie biologique de l'université de faculté des sciences de Jean Blou en Belgique, dépendant de l'université de Liège, Jean Blou Biotech. Au préalable, je suis titulaire d'une maîtrise de biologie cellulaire et physiologie à l'université Aix-Marseille 1, Saint-Charles à Marseille. Puis ensuite un master en gestion de biotechnologie. J'ai terminé avec une diplomation avec un master en modélisation mathématique pour l'innovation thérapeutique à l'université Claude Bernard. Ça, c'est mon parcours universitaire. Puis ensuite, je suis passé par plusieurs laboratoires. Alors d'abord par le Fonds national de la recherche scientifique belge. Puis ensuite, je suis passé par le CNRS. Je suis passé par l'INSERM, pour les hospices civils de Lyon. Et j'ai passé quelques années à l'INSERM, à Lyon, à la Tour Servie. Voilà. À l'heure où beaucoup s'interrogent sur la légitimité des interlocuteurs, notamment des scientifiques, des médecins, des spécialistes qui s'expriment, peut-on affirmer qu'aujourd'hui le Média en 442 vous invite en toute légitimité? Écoutez, ce n'est pas moi de me prononcer, les auditeurs jugeront de la qualité de mon intervention et de la pertinence de mes réponses. Mais bon, en tout cas, je suis honoré d'être invité par le 442, qui est un média percutant et qui m'apprend beaucoup de choses sur beaucoup de domaines. Donc, en tout cas, moi, je suis honoré de faire partie, d'être invité par Média 442 et par Marcel et toute l'équipe. Cela fait une année maintenant qu'on ne parle que du Covid-19 ou SARS-CoV-2. Il est devenu, pour ainsi dire, le centre du monde, un virus qui s'est installé dans nos vies, au point de bousculer notre quotidien et de rendre notre avenir incertain. Des politiques, des journalistes, des médecins annoncent clairement qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Êtes-vous d'accord? Pour moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Objectivement, je ne sais pas. Vivre avec quoi? Avec les virus? Alors, bonjour, c'est maintenant qu'on se rend compte qu'on vit avec les virus? Bah oui, on va apprendre à vivre avec, comme avec la grippe, comme avec tous les autres virus, depuis que la nuit des temps. Ils étaient là à l'époque des dinosaures et bien avant. Et nous, qui nous arrivons là, depuis à peu près 300 000 ans, on découvre que les virus sont des êtres vivants et qu'on vit avec. Bien sûr qu'on va vivre avec. Bon, alors on va tous mourir. Je ne comprends pas la question. Objectivement, tous découvrent que les virus sont là. C'est des êtres vivants, comme les bactéries, comme les autres micro-organismes, qui sont à l'intérieur de nous, tout autour de nous, depuis la nuit des temps. Bien sûr qu'on vivra avec. Mais ça, c'est la réponse d'un biologiste. La réponse du bon sens commun, du gros bon sens commun. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on nous a imposé les restrictions à nos libertés, qui nous ont imposées sous couvert du coronavirus, et qu'on va vivre avec ça. Là, je suis pas d'accord. Là, c'est absolument hors de question. Alors, justement, on nous présente la vaccination comme la solution au problème. Ceci dit, se faire vacciner ne nous exemptera pas de porter le masque. Alors, peut-on s'interroger ou non sur l'efficacité et ou la dangerosité de ces vaccins? D'autant plus qu'on nous parle actuellement de variants sud-africains, brésiliens, britanniques et maintenant californiens. Comment se positionner? Écoutez, ce que je voulais que je vous dise. Déjà, écoutez, cette stratégie de la vaccination est quand même quelque chose de très très spécial. Comme on dit, la vaccination en soi, tout le monde est en train d'hystérique sur est-ce qu'on se fait vacciner, est-ce que les pro-anti-vaccins, les pro-vaccins. Et la vaccination, il n'y a pas à être pour ou contre. Comme j'ai déjà dit, c'est un outil. Voilà, la vaccination a apporté un avancement phénoménal à la médecine contemporaine. Ça nous a permis de venir à bout des épidémies de rage, ça nous a permis d'évacuer du paysage, venir à bout de la variole, d'autres maladies effectivement comme la rougeole, comme la rubéole, comme la polio. Ça a permis une avancée fondamentale au niveau de la médecine. Mais une vaccination, elle a un process, comme pour tout. Les vaccins ne se développent pas en 6 mois, en 7 mois. Il y a des reculs à avoir. Moyennement, un vaccin se développe entre le moment où on le met sur le marché et le moment où on entame les phases de test, entre 6 et 7 ans. C'est la durée moyenne. Et ensuite, il faut un recul de parfois 10, 15 ans, comme la grippe, le vaccin de la grippe, vous appelez un recul de 15 ans, avant de mettre au point un cocktail de souches qui nous permet de couvrir chaque année contre les nouvelles souches qui arrivent. Et encore, il y a certaines souches, certains variants qui échappent à la vaccination.
n'a pas éradiqué la grippe pour autant, mais on a mis 15 ans, 16 ans à le stabiliser. Donc la question est quoi? Est-ce qu'on va se faire vacciner? Déjà, il y a, comme on dit, à peu près 300 vaccins qui sont actuellement en développement, 30 qui ont atteint les phases cliniques 2, et on va dire moins d'une dizaine qui actuellement ont passé les phases cliniques 3. D'accord? On n'a aucune donnée sur la pharmacovigilance. On nous annonce des taux d'efficacité de 70, 80, 90%. Moi, je veux bien. Mais qui nous annonce ça? Qui? Ce sont les équipes de marketing ou les équipes de ces firmes vaccinales qui nous annoncent ces résultats-là. On n'a aucun reviewing d'organismes indépendants ou d'équipes indépendantes, mais dites par les États, qui sont chargés de contrôler la véracité de ces données. Donc, et on nous présente ça comme étant la panacée ultime qui va nous libérer. Mais on nous dit, est-ce que pour autant, on va pouvoir s'absoudre des masques? Ah non. Est-ce qu'on sera toujours contagieux ou on peut... Ah ben, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut retomber malade? On ne sait pas. Je ne comprends pas. Alors, une vaccination, on ne sait pas si ça fonctionne. On ne connaît pas les effets secondaires. On ne sait pas si jamais on va être immunisé. Combien va durer la durée d'immunité? On ne sait pas si on va toujours être contagieux. Et on nous dit, ah oui, mais ça risque d'éviter le nombre de complications et le nombre de morts, tout en sachant que ça n'a pas été testé chez les personnes de plus de 70 ans parce qu'ils ont un faible taux d'immunité. Je veux dire, en sachant que si on regarde le professeur Raoult, ce qu'il dit régulièrement, pour moi c'est une de mes références, c'est pas récent. Moi à l'époque je travaillais à Tour Servi, j'avais déjà, et puis par ses travaux je le suivais, parce que j'ai fait un doctorat dans la virologie, donc je suivais évidemment ce qu'il faisait. Mais tout simplement, actuellement, d'après le dernier rapport d'hier, on a 50 personnes qui ont été infectées et qui sont retombées malades avec les nouveaux variants. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas mieux qu'une immunisation naturelle, de facto. Et bien, il y en a à peu près 50 cas à Marseille qui ont eu une première infection certifiée, ça veut dire pas supputée, ça veut dire pas subodorée. On a eu les preuves qu'ils étaient bien infectés une première fois, avec des PCR positifs bien définis, et puis qui sont actuellement retombés malades avec les variants de août, septembre, octobre. Enfin, excusez-moi, le professeur Raoult vient quand même de dire dans une interview qu'il a accordée à François que par rapport aux bénéfices-risques, il y a plus de bénéfices à se faire vacciner pour les personnes âgées. Ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. Regardez ce qu'il a dit juste avant. Le professeur Raoult, le beau être indépendant, il faut quand même avoir une sacrée confiance en soi et une sacrée maîtrise pour pouvoir affronter les médias comme il l'affronte. Mais il le dit bien, c'est un fonctionnaire. On est d'accord? Donc il a eu honte de vacciner, il vaccine, d'accord? Et ce qu'il a dit, chez les personnes de plus de 70 ans, d'accord, quand il jauge le vaccin bénéfice-risque, il juge qu'effectivement, il y a plus de bénéfices que de maléfices. Bon, ça, je laisse la responsabilité de ce qu'il dit, mais de facto, chez les plus de 70 ans, bon, parfois ça a un sens. Quand on a une espérance de vie qui est de 5 à 6 ans, en sachant que maintenant on a fait des vagues de vaccination massives dans plusieurs pays, notamment en Israël, et bien qu'il y ait eu des morts, effectivement, le taux de mortalité à l'horizon de 6 mois, 7 mois, 8 mois, le taux d'effet indésirable n'est pas astronomique, ce qui ne veut pas dire si tu veux faire une pharmacovigilance sur les vaccins, c'est pas 6 mois, non, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. La plupart des gros effets indésirables qui sont issus d'une vaccination de masse nécessitent énormément de temps et nécessitent énormément de personnes vaccinées sur longue durée. Donc on ne va pas le savoir. Il nous faudra des années avant de savoir à quoi on joue et effectivement quels sont les risques qu'on a pris au dépend des bénéfices qu'on est censé gagner. Par contre, si on parle sur des gens qui ont 40, 50, 60 ans, qui ont encore 10 ans, 15 ans, 20 ans devant eux, là, c'est une autre paire de manches. J'aimerais qu'on approfondisse le sujet sur les vaccins parce qu'on parle beaucoup du vaccin donc de Moderna, d'AstraZeneca, de Pfizer. Et vous me dites si je me trompe, ces vaccins auraient été développés en se focalisant sur la protéine Spike. Et cette protéine Spike serait la clé d'entrée du virus. Seulement un virus, c'est vivant, vous l'avez dit en tout début de cette interview. Ça mute et du coup, ça change de cible. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus pour comprendre l'efficacité ou la non-efficacité en fait de ces vaccins? C'est comment vous dire? Alors déjà, au niveau
la stratégie vaccinale, il y a plusieurs types de vaccins. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les vaccins donc, atténués. C'est une vieille technologie, mais qui n'existe plus, ou qu'on n'utilise pas parce qu'elle est relativement dangereuse, qui consistait à prendre en fait le virus qu'on traitait à la chaleur avec des produits chimiques pour le rendre moins infectieux, et on l'a détecté l'individu en espérant, comme on l'avait handicapé, que la réponse immunitaire vienne le détruire, avant qu'il ne devienne potentiellement dangereux et qu'il transmette la maladie. C'était les premières techniques, c'est tout simple. On l'avait fait chez Pasteur et Jenner, c'était les premières techniques. Puis rapidement, on s'est rendu compte que c'était quand même dangereux parce qu'il fallait contrôler l'atténuation du virus, et que s'il était mal atténué, on risquait de transmettre la maladie à la personne au lieu de la soigner, et qu'il faudrait transmettre en fait la maladie avant que le système immunitaire arrive à l'éliminer. Donc on est passé à une autre technique qui était les vaccins inactivés. Les vaccins inactivés, c'est ça, on fait des cultures cellulaires de virus, puis ensuite on détruit absolument tout la culture cellulaire, donc on n'a plus de virus viable, on a un fratras de protéines, d'ARN, d'ADN, enfin de petits morceaux, mais on a quand même des morceaux de tout le virus, d'accord? Toutes les parties du virus, pas seulement une protéine ou un morceau en fait du virus. Et là derrière, on le met avec un être humain et on injecte. Ça, c'est le vaccin Sinopharm classique. Ensuite, on a eu le vaccin AstraZeneca, qui est en fait, c'est juste qui est axé juste sur la protéine Spike, si vous voulez, mais moi je parle français, donc c'est la protéine de spicule, c'est aussi simple que ça fait Spike, c'est un ovocyte, ça fait bien. En français, on appelle ça une protéine de spicule, c'est une protéine de pointe, si vous préférez. On a inséré la protéine de spicule, Spike, si vous voulez, au sein d'un adénovirus de chimpanzé, qui est un virus qui est le chimpanzé handicapé dans sa réplication, donc qui ne peut pas se répliquer, d'accord? On va présenter ça à notre système immunitaire par injection. Le système immunitaire va reconnaître l'adénovirus comme étant infectieux, va attaquer l'adénovirus, et derrière, on a humanisé en fait l'adénovirus avec la spicule du virus SARS-CoV-2, on développe une réaction immunitaire contre SARS-CoV-2. C'est un vaccin qui est également un peu plus moderne que l'inactivé, qui est une technique ancienne, mais qui a déjà été prouvé. Je veux dire, on a pas mal de vaccins qui fonctionnent sur ce principe-là. Donc on connaît le principe. Et puis on a effectivement les deux derniers qui sont qui pour moi, c'est ma vie personnelle, ce n'est plus la vaccination conventionnelle, mais une thérapie génique d'éducation du système immunitaire, parce qu'on n'injecte pas les protéines virales pour éduquer notre système, on va injecter un ARN du virus dans un vecteur liposomal qui va s'insérer dans nos cellules. Cet ADN va être rétrotranscrit donc on injecte une rétrotranscriptase également, toute la machinerie va être rétrotranscrite dans nos cellules. On va utiliser nos cellules comme des réacteurs qui vont retranscrire cet ARN en ADN, puis ensuite en protéines, et ensuite on va diriger le système immunitaire va se retrouver face à ça. Donc ça, par contre, c'est plus facile à produire, on produit plus rapidement parce qu'on échappe à la culture cellulaire, c'est du Lego. On construit un puzzle, on prend des morceaux d'ARN, d'accord, on le construit, on le met dans le vecteur liposomal, on doit avoir du moins 80 tout le long parce que l'ARN est extrêmement fragile, mais vraiment fragile, ça veut dire que si on descend au-dessus au monde de moins 80, les RNA se dégradent, donc vous imaginez la chaîne de froid qu'on doit avoir, et sur ce type de vaccin, on a zéro recul. Absolument zéro recul. Et c'est ceux qui sont actuellement en France, en Belgique et ailleurs, qui sont promus. Alors, déjà, pour l'ensemble des vaccins, sur le type de vaccin, on les a développés en 7 mois, donc on a zéro recul. On est bien d'accord. On nous dit des taux d'efficacité qui sont soi-disant faramineux sans contrôle d'agents de sécurité publique. Et le fort de cela, c'est qu'en plus, les firmes vaccinales pressées par les politiques derrière, les lobbies qui poussaient les politiques à presser les firmes vaccinales, on dit, ah oui, donnez-nous le vaccin, donnez-nous le vaccin, donnez-nous le vaccin. Aux États-Unis, ça a été un enjeu de politique préélectorale. Et la firme vaccinale, on dit, écoutez, moi, je veux bien, il ne faut pas accélérer le processus. D'ailleurs, si vous voulez, Pasteur lui a dit, reculer, elle dit, oula, on va aller doucement. Parce que je ne sais pas de quoi ça demain sera fait, et je pense qu'il a eu raison. Ça veut dire être plus royaliste que le roi en laissant le vacciner à tout va. Non, on est le vaccin, mais on est bien d'accord. Si effet secondaire il y a, la responsabilité des firmes vaccinales n'est pas engagée. Et les États ont accepté. Ça veut dire actuellement, les États sont en charge de la responsabilité d'effets secondaires et ne pas les imputer aux firmes vaccinales qui sont dégagées de toute responsabilité. C'est du jamais vu.
Des effets secondaires que nous ne verrons pas tout de suite. Non, parce que ça peut prendre 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans. Mais quand on vaccine des millions de personnes et qu'on va découvrir par la suite, dans 10 ans ou dans 15 ans, va aller savoir quoi, les scandales, ça va être relativement compliqué. Mais alors, à l'horizon actuellement, on n'a aucun recul. Alors, on sait qu'à l'horizon de quelques mois, on a peu ou pas d'effets secondaires immédiats. On en a quelques-uns. On a effectivement, elles ne sont pas reportées, mais il y en a. Ils ne sont pas si négligeables en termes de fréquence que l'on croit. Il y en a, mais bon, il y a des fièvres, des pertes d'équilibre, des vomissements, de la température quelques jours. Mais bon, pour l'instant, on a eu pas mal, on a quelques morts chez les personnes âgées en Israël, parce qu'il faut bien surveiller Israël, parce que c'est elle qui a été en pointe à vacciner à tout va. Donc c'est elle, comme d'habitude, où les cas vont apparaître. Tout cela contre un virus avec une mortalité de 2,3% sur des personnes symptomatiques, c'est-à-dire qui sont venues avec des symptômes qu'on a diagnostiqués SARS-CoV-2 positifs. Sur cela, les premiers essais menés sur 43 000 personnes à Wuhan au début de l'épidémie ont effectué à peu près, on estime à 2,3%. Mais c'est sur les personnes infectées, symptomatiques, qui sont fait diagnostiquer à l'hôpital. 90% des gens ne vont pas à l'hôpital parce qu'ils ne savent pas qu'ils l'ont. Ils sont asymptomatiques. Donc la mortalité réelle, quand on la sous-estime d'un facteur 10 et qu'on dit qu'on est à 2,3% dans une population européenne vieillissante, vu que la majeure partie de ces populations cibles, 95% des gens qui sont malheureusement décédés du cause complications du Covid-19 ont plus de 65 ans et 80% ont plus de 75 ans. Et ont des comorbidités, ce qu'on appelle des comorbidités. Pardon ? Et ont des comorbidités. Oui, alors non, comorbidité, ça c'est la plupart des personnes à partir de 70-80 ans ont des comorbidités. Mais les cas qu'on a reportés chez les gens qui ont moins de 60 ans, effectivement, sont des personnes qui ont des comorbidités. Vous voyez ce que je veux dire ? Dire à une personne qui a 75 ans qu'elle a des comorbidités, écoutez, c'est un petit peu normal aussi. Je veux dire, on n'est pas éternel. On a tous un petit peu, à partir de 75 ans, un peu d'hypertension, du diabète. Ceux qui ont fumé, ils ont BPCO. Bon. Mais par contre, c'est une population ciblée de personnes âgées. Et chez les moins de 65 ans, moins de 70 ans, ceux qui décèdent suite à des complications, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont des comorbidités. Mais ça représente moins de 1%, des moins de 40 ans. Les moins de 40 ans, c'est quoi ? C'est 1,3%. C'est même pas ça. C'est 0,2%, selon l'étude. Sur des cas déclarés, symptomatiques, sans compter, donc il y a 90% qui l'ont et qui, eux, ne vont pas se faire diagnostiquer parce qu'ils ne savent pas qu'ils l'ont, tout simplement. Donc la létalité réelle, elle est à sous-estimer, elle est surestimée d'un facteur 10. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je veux dire, si jamais on avait établi un branle-bas de combat avec de telles statistiques, alors qu'est-ce qu'on fait du HIV ? Qu'est-ce qu'on aurait fait de la grippe ? Qu'est-ce qu'on aurait fait des suicides ? Qu'est-ce qu'on aurait fait des cancers ? Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Mais c'est pas croyable. C'est incroyable. On marche sur la tête. Mais vraiment, on marche sur la tête. Et comme vous l'avez dit au début, on a des gens qui sont dans les médias qui n'ont aucune légitimité. Je ne dis pas que j'en ai, mais j'ai étudié un minimum et j'ai du bon sens. Et on analyse, et j'ai un petit peu de vécu, ma quarantaine, c'est complètement ubuesque. N'importe qui ayant un peu de bon sens ne peut pas comprendre cette politique sanitaire, ni en termes de mortalité, ni en termes de contagion, ni en termes de réaction hystérique sur les plateaux, de restriction des libertés, ça n'a aucun sens. Alors, on a évoqué la stratégie vaccinale. Il y a aussi l'autre stratégie, celle du dépistage massif, une stratégie qui est commune à beaucoup de pays. Alors, on a les tests PCR, les tests antigéniques. Pourriez-vous nous expliquer la différence et l'intérêt de l'un et de l'autre ? Alors, la stratégie de détection massive, déjà, en soi, pourquoi faire ? C'est ça que j'aimerais comprendre. Mais voilà, soit. S'il s'agit de détecter massivement les personnes cibles, les personnes à risque, c'est-à-dire des personnes de plus de 65 ans, pour les détecter de manière précoce, en vue de leur faire une prise en charge adéquate pour éviter le confinement, éviter de bloquer l'économie de l'ensemble de la population, ça a un sens. D'accord ? Si c'est le faire tout azimut pour provoquer une hystérie, ça n'a aucun. Maintenant,
Le dépistage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va détecter quoi? On va détecter s'il y a du virus chez un individu. Détecter ça ne veut pas dire qu'il est malade, ne veut pas dire qu'il est contagieux. D'accord? Jusqu'à présent, on a privilégié quoi? On a privilégié la PCR pour faire un diagnostic, mais pour détecter la présence du virus dans les échantillons nasopharyngés, voir si on avait du virus ou pas. Et jusqu'à présent, on n'a pas de données, de consignes au niveau des cycles. Qu'est-ce que c'est que la PCR? Polymérase chaîne réaction, c'est une amplification exponentielle d'une séquence génétique spécifique du virus et qu'on amplifie de manière exponentielle avec des avances. Bien évidemment, il faut un nombre de cycles. Au début des cycles, ça monte très vite, mais il arrive un moment où la quantité amplifiée est telle que les derniers cycles sont très importants. À chaque fois qu'on va rajouter un cycle, on va doubler par deux. Quand on a plusieurs milliards de copies qu'on par le, ça devient énorme. La sensibilité de la PCR va décroissante en fonction du nombre de cycles. Plus vous allez augmenter le nombre de cycles, plus la spécificité de ce que vous allez obtenir est faible. Actuellement, on avait fait des cycles au-delà de 30, 35, 40, 90%. L'OMS a démontré, avec d'autres scientifiques qui ont démontré, que quand on a des cycles qui sont au-delà de 30, 35, 40, 90% des gens qu'on détecte positivement sont des faux positifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont positifs ne sont pas porteurs d'un virus effectif. Ils sont porteurs d'une trace, d'une infection passée, d'accord? Ils ne sont pas malades, n'ont pas d'infection, n'ont pas de virus viable et pour la plupart sont déjà immunisés. Et comment ils ont fait ça? C'est simple. C'est que quand ils ont pris ils ont testé, à chaque fois qu'ils prenaient un test d'écouveillage nasopharyngé, ils en prenaient deux. Un qui faisait la PCR avec des cycles élevés et un qui mettait en culture avec des cellules cibles. Et ils voyaient que dans 90% des cas, les positifs n'avaient pas d'action lytique sur les cellules. Le virus était mort en mesure d'une trace d'une infection passée chez des personnes qui non seulement ne sont pas malades, mais pour la plupart sont déjà vaccinées naturellement puisqu'ils ont déjà développé une immunité. Et c'est sur base de ces chiffres qu'on nous annonçait partout dans l'Europe pendant des mois. Oh, on a eu 2000 nouveaux cas, 5000 nouveaux cas, 10 000 nouveaux cas. Et tout ça derrière les phases de confinement où on a justement bien concentré les gens chez eux, comme le dit, où on a eu une explosion de cas positifs. De cas positifs uniquement, pas de malades. Et derrière, sur ça, c'est qu'on a pris les décisions. C'est quand même incroyable. Donc, bref, mais c'est ultra sensible, si vous voulez, avec des cycles très faibles, effectivement, elle nous donne une suspicion de présence de virus actif, mais il faut descendre sur des cycles qui sont aux alentours de 20, 22, 25. Au-delà, ça ne veut rien dire. Il y a plusieurs pays d'ailleurs, plusieurs associations qui ont attaqué les gouvernements suite à ça, sur l'utilisation de la méthode PCR pour prendre des mesures sanitaires qui étaient liberticides et complètement délétères. Ensuite, la deuxième méthode, c'est la méthode qu'on dit testant chimique. Cette fois-ci, on n'essaie pas de détecter le matériau génétique, mais on essaie de détecter, en fait, notamment la protéine de spicule, c'est pareil, ou des morceaux de protéines. D'accord? Alors, comment on fait? C'est exactement comme les tests de grossesse. Hein, tout simplement, cela basé sur le test ELISA, que tous les biologistes connaissent. C'est globalement, comme le test de grossesse, on a la protéine, la bêta-HCG, hop, on met les cellules urinaires. Si la bêta-HCG est présente, elle descend, s'accroche à un premier anticorps. Puis elle descend, s'accroche à un deuxième, on a la jolie petite bande bleue qui apparaît. Ah, vous êtes enceinte. Eh bien, c'est pareil. D'accord? C'est très peu sensible, parce qu'effectivement, comme on il n'y a pas d'amplification, on ne détecte pas, on n'amplifie pas le matériel avant de le détecter. D'accord? On a grosso modo 30% de faux positifs, mais effectivement, on peut manquer énormément de personnes qui sont effectivement infectieuses, ou du moins présymptomatiques, c'est-à-dire qui ont une faible charge virale, mais qui restent infectieux et qui ne sont pas détectés par cette méthode. Et on a la dernière méthode classique, qui est la méthode sérologique, d'accord, avec en détectant les anticorps IgG, d'accord, qui détecte une infection passée ou une infection présente. Une certaine classe d'anticorps arrive très tôt, une autre, la deuxième classe d'anticorps arrive très tard. Donc ça peut nous dire, ah oui, si on est par exemple IgG ou IgM positif, oui, effectivement, il y a des anticorps qui arrivent tout de suite. Donc, quand l'infection est récente, puisque la réponse récente, elle est là, ou on a des anticorps. Si on a les deux, ça veut dire qu'elle est en train de se terminer, parce qu'on entame le deuxième, elle a à peu près 7 ou 8 jours. Et si on n'a que les autres, ça veut dire qu'en fait, et on n'a pas les nouveaux, ça veut dire que
Elle est passée, mais on l'a eu. Ça ne veut pas dire que vous êtes contagieux, ça ne veut pas dire que vous êtes malade, ça veut dire que, effectivement, vous avez été en contact avec le virus et que votre système immunitaire a réagi. Maintenant, sur vaccine, les tests, sérologiques, effectivement, tout le monde va être positif. Voilà, on a les trois possibilités pour effectivement détecter. Mais là, comme je vous dis, chaque test veut dire quelque chose, mais ne prédit pas en soi si vous êtes malade ou contagieux. Alors, il y a aussi un autre test dont on va parler, c'est l'écouvillonnage rectal, tout droit sorti de Chine. Alors, ça peut faire sourire, mais c'est pourtant très sérieux. Qu'est-ce qui pousse les Chinois à explorer cette voie, si je puis dire? Moi, j'aime bien explorer cette voie. Oui, c'est effectivement, le mot est bien choisi. Mais écoutez, c'est très simple. Alors, il y en a beaucoup qui ont rigolé, le couillonnage rectal, on nous en tue. Enfin, en plus, c'est dans le bon ton du média 4K2, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Mais il faut bien dire une chose. Les Chinois sont tout sauf stupides. Ils sont en avance très très loin sur de nombreux domaines techniques. Il y a très longtemps, quand on disait ouais, c'est chinois, ça veut dire que c'était un synonyme de piètre qualité. Il faut bien comprendre qu'on n'est plus dans ce monde-là. Les investissements qui sont faits en Chine dans les équipements de pointe et dans les laboratoires font que la Chine actuellement en infectiologie sont parmi les meilleures équipes au monde. Donc si, croyez-moi, ils s'amusent à... Après, ils s'amusent, amuser, le mot est mal choisi. Mais s'ils sont en train de généraliser les couvillonages rectales, c'est qu'il y a une raison. Ce qu'il faut savoir, on nous parle de SARS-CoV-2, déjà à la base, hein. Donc s'il y a deux, c'est qu'il y a eu un, d'accord. Le SARS-CoV-1, le SARS-CoV classique, il est arrivé à peu près entre 2002 et 2003. À la base, il avait une taux de mortalité de 9%, ce qui est 5 fois supérieur à celui qu'on a actuellement. Et il y a plusieurs études qui ont montré que le site d'infection de prédilection de la famille des coronavirus, notamment le SARS-CoV-1, le 2 et le MERS, et d'autres encore, ne sont pas les cellules des alvéoles pulmonaires, mais les entérocytes intestinaux. Ça veut dire que la porte d'entrée massive et préférentielle du virus est via le tractus gastro-intestinal et à travers les entérocytes de l'intestin. Il y a des études qui ont été faites par des Chinois et d'autres équipes qui ont montré que déjà à l'époque, et ça ne date pas de maintenant, ça date déjà à l'époque du SARS-CoV-1 de 2003, il y a des études qui ont montré qu'au niveau de l'évolution de ces coronavirus, l'entrée de la cellule qui est le récepteur de conversion à l'angiotensine 2, ACE2, sur lequel se lie la protéine chimérique de spike via le binding domaine, eh bien, la spécificité et l'affinité de ces récepteurs chez tous les coronavirus, notamment le SARS-1 et le 2, le MERS et d'autres, est fortement conservée, et l'affinité de la protéine de spicule chez l'AC2 des entérocytes est supérieure à celle des alvéoles pulmonaires. Ce qui veut dire que la pression sélective de tous les coronavirus, d'abord, est dirigée contre les entérocytes, avant d'être dirigée contre la spécificité de l'AC2 des alvéoles pulmonaires. Les entérocytes sont le réservoir principal cellulaire chez l'homme des coronavirus qui donnent des syndromes pulmonaires sévères. Et ça, c'est pas récent. Comment ça se fait que les gens tombent des nues et on découvre ça? Les entérocytes, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, non, les entérocytes, c'est des cellules humaines, qui tapissent nos intestins grêle et le côlon et le gros intestin. Ça, c'est la deuxième partie pour le microbiote. Ça, c'est la première chose. Donc, déjà, sans parler du microbiote, la principale, il y a des études qui sont sorties déjà pour plusieurs coronavirus qui montrent que les coronavirus, notamment les SARS-CoV-1 et 2, et le MERS et d'autres, se multiplient de manière extrêmement importante au niveau de l'intestin, dans les cellules épithéliales, les entérocytes. Autre chose, c'est qu'il y a une théorie qui a été émise par un jeune professeur de lycée de biologie de SVT de Clermont-Ferrand, Bien Moon, qui avait émis l'hypothèse, d'une bi-infection.
Ça veut dire que qu'en fait, que le virus générait en fait la tempête cytokinique qui apparaît dans 28% des cas et qui menait dans une mort, une inflammation généralisée, que c'est au niveau pulmonaire avec des lésions, elle était médiée par le SARS-CoV-2 via une bactérie pulmonaire, une bactérie du microbiote intestinal du genre Prevotella. Ce sont des mécanismes qu'on connaît déjà. Hein. Par exemple, la grippe espagnole, on dit que beaucoup de gens disent en 1918, 19, entre les deux guerres, après la Première Guerre mondiale, entre les deux guerres, effectivement, elle a tué, elle est sur à peu près 3-4 ans, 50 millions de personnes en Europe. Et la réalité, c'est que c'était pas la grippe, la grippe espagnole qui a tué c'est la plupart de ces personnes. Ce sont les co-infections qui ont eu lieu sur un terrain où le virus avait déjà miné. D'accord? Donc, ce système de co-infection, de coopération entre les virus et les bactéries sont déjà connus. On le connaît chez plusieurs autres virus. D'accord? Et ça génère des effets secondaires, ce qu'on appelle des infections surnuméraires, qui sont, elles, très dangereuses et génèrent des inflammations. Eh bien, très simplement, ce monsieur s'est basé, donc il s'appelle Biomoon, s'est basé sur les études d'un chercheur indien qui officie à Hong Kong, dans l'imagerie, d'accord, qui a dit qu'effectivement, il avait possibilité que d'abord, le bactérie du genre Prevotella était trouvé de façon massive dans les diarrhées et les intestins des personnes atteintes du Covid-19. D'accord? On retrouvait ça notamment au niveau pulmonaire, mais uniquement dans leurs selles. Ça, maintenant, c'est repris de partout. Hein. C'est une chose qui est actée. Et effectivement, cette tempête cytokinique était principalement médiée par les bactéries du Prevotella. Or, il est connu. Donc, si on admet que le principal porte du réservoir viral ne sont pas les poumons, parce que la pression sélective et l'inflammation sont telles qu'il est très vite éliminé, mais qui se cachent effectivement dans nos intestins en forte quantité. Il y a des études qui ont montré qu'on avait détecté lors de l'infection du premier SARS-CoV-1 une résurgence du matériel génétique du virus jusqu'à 73 jours après l'avènement des symptômes, alors qu'il avait disparu au niveau des poumons et de la sphère nasopharyngée. Il était toujours présent dans les selles et dans les entérocytes. Mais derrière, il est peut-être effectivement chez les patients qui sont polysymptomatiques ou asymptomatiques, d'accord, qui vont peut-être le développer par la suite, mais ils ne le savent pas. On peut toujours essayer de chercher au niveau nasopharyngé parce qu'on fait de la charge virale tellement faible qu'on ne le détecte pas, mais on a un pouvoir de détection, de prédiction beaucoup plus important dans les selles que dans les poumons. Alors, je vais revenir juste sur un point par rapport à la bactérie Prevotella. Parce que cette information, en fait, elle est sortie dès le mois d'avril 2020. Oui, même et elle a été reprise par les médias français. Et oui. Tous les médias français ont jugé cette information comme complotiste. Oui, tout à fait. Comme ils avaient dit que l'azithromycine et l'hydroxychloroquine ne fonctionnaient pas. Comme ils nous ont vendu le remdesivir comme le remède miracle, alors que maintenant il a avéré que non seulement il ne marche pas, mais qu'il est fortement mutagène et qu'il a contribué à générer des variants, et qu'en plus c'était néphrotoxique. Comme ils ont dit que l'article du Lancet et du New England sur lequel les gouvernements, et notamment notre cher ministre de la Santé, a empêché la RTU et l'essai Discovery et Solidarité, on dit, se sont basés dessus. Donc oui, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, objectivement, la plupart des gens maintenant qui ont compris comment ça fonctionne ne font plus acte des médias. La chose est très simple. Maintenant, nous savons que la plupart des gens, que l'hydroxychloroquine, que le protocole, ce que j'appelais protocole Raoult, parce qu'il a combiné les deux, mais l'hydroxychloroquine était utilisée par les Chinois bien avant, des méta-études, plusieurs centaines d'études, méta-analyses, plusieurs centaines d'études, te dit, un site qui combine tout maintenant, donne sans embâche qu'il y a une efficacité de l'azithromycine et de l'hydroxychloroquine, que l'azithromycine toute seule marche très très bien. Au Maroc, je peux vous dire que maintenant, on donne quasiment que de l'azithromycine et ça fonctionne très bien. Or, l'azithromycine est un antibiotique, on est d'accord, qui agit sur les bactéries. Donc, moi, je veux bien.
Mais il faut savoir qu'actuellement, tous les traitements qui sont en train de se développer et qui apportent, si vous voulez, un éclairage massif sur le développement de cette épidémie, sont en général des antibiotiques qui sont dirigés, qui ont parfois certaines activités antivirales, mais la majorité de leur action dirigée contre le Covid-19, c'est leur effet antibactérien. D'accord? Donc, ce qu'ils ont dit, effectivement, que Biomoon et M. Duguay, qui avait repris, Bernard Duguay, qui avait écrivain, pharmacologue, qui avait repris, avait dit effectivement, la publication disait que la Prevotella était potentiellement infectée par le SARS-CoV-2. Mais c'était à confirmer. Moi, c'est pas ça que je parle. Il est possible que ça soit ça. Moi, je parle de l'interaction entre les deux. Il y a des études qui ont été prouvées chez la souris, par exemple, que la présence de Prevotella et chez les cellules pulmonaires humaines, et ça, c'est pas une étude complotiste, qui ont été prouvées, que le fait de mettre Prevotella chez la souris, elle recrutait en fait des bactéries qui sont responsables de pneumonie et qui tuaient la souris, Streptococcus pneumonia. Qu'effectivement, chez la souris, et quand on mettait en culture Streptococcus pneumonia en contact avec des cellules alvéolaires in vitro pour rajouter Prevotella, on avait une attaque généralisée d'adhésion des cellules pulmonaires via le streptocoque en général dans l'insuffisance respiratoire. C'est connu. C'est connu. La seule chose, c'est qu'on a trouvé Prevotella dans les tractus pulmonaires de personnes qui sont mortes du Covid-19 et de personnes atteintes de pneumonie sévère. On retrouve Prevotella dans les poumons. Et cela a dans des études à très large échelle. Donc, il y a une corrélation. Quand le SARS-CoV-2 a la potentialité de générer des surinfections qui vont se faire sortir le microbiote intestinal et le fait de lui avoir un tropisme pulmonaire. Et derrière ce tropisme pulmonaire, un va s'envoyer l'autre parce que le processus inflammatoire que génère le SARS-CoV-2, que ce soit au niveau intestinal, que ce soit au niveau pulmonaire, va activer la multiplication de ces bactéries qui vont elles-mêmes, de par leur multiplication, vont activer la transcription du virus. Ils se renvoient la balle. Et pour toutes les personnes qui ont développé une surinfection avec des cytokines très sévères, quand on fait des métabolomes, et il y a des études, pas que l'équipe indienne qui a dit ça, mais il y en a d'autres, on retrouve notamment des études américaines qui sont sorties là maintenant, parce que ça sort, qui retrouvent Prevotella du microbiote dans les poumons. Donc, ce qui donne tout son sens à la thérapie. Dites pourquoi pourquoi les macrolides marchent aussi bien, pourquoi l'hydroxychloroquine marche aussi bien, pourquoi d'autres traitements qui sont en développement actuellement et pour lesquels ils sont en train de leur taper dessus comme le chlorphortol sont extrêmement prometteurs. Donc pour vous, on a la solution est entre les mains des médecins, on a des traitements médicamenteux. Mais c'est pour moi. D'accord? Mais je peux le prouver. C'est-à-dire, je ne prévois pas. C'est que je lis énormément. Écoutez, si vous me permettez, est-ce que vous voulez qu'on embraye directement sur les traitements? C'est à vous de me dire, mais... Non, mais allez-y, si vous voulez en parler, allez-y. Pour moi, c'est très très simple. Alors, il y a pas mal de traitements qu'on a sortis, qui sont actuellement d'études. Un des derniers, il me semble... Je crois que c'était la pélucidine, qui était une molécule anticancéreuse, de l'équipe espagnole, qui, soi-disant, in vitro, marche très bien. Moi, je veux dire, je vais relativement clair. On n'a pas besoin actuellement d'avoir recours à des médicaments ou des molécules aussi prometteuses qu'elles soient, qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public. D'accord? On n'a pas à enrichir une multinationale pharmaceutique alors qu'on a des médicaments tombés dans le domaine public qui coûtent peanuts et sur lesquels les autorités s'acharnent pour ne pas les exposer. Ça a été le cas de l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine ou l'obtention de la RTU. On a jugé que l'hydroxychloroquine avait un taux de mortalité de 10% alors qu'elle est utilisée depuis 80 ans. Mais c'est incroyable et on a gommé ça. Et il a fallu que le ministre monte au créneau pour interdire, c'est-à-dire le Conseil d'État, pour supprimer, pour ne pas accorder la RTU. On a un autre médicament qui est incroyable, qui s'appelle l'ivermectine. L'ivermectine est une molécule qui est reconnue d'utilité publique par l'OMS, qui a sauvé des millions de vies,
qui était un blockbuster dans la médecine vétérinaire dans les années 80 et qui a sauvé, qui a révolutionné la vie de centaines et de centaines de millions de gens parce que c'est un des antiparasitaires les plus connus et les plus efficaces au monde. Il a été utilisé pour ce qu'on appelle la cécité du Nil, donc cancérose, utilisé pour la filière de Bancroft et pour une incroyable majorité de filarioses. Il a été reconnu d'utilité publique, il est tombé dans le domaine public, on sait qu'il y a des applications contre le cancer ovarien, cancer poumon, cancer pulmonaire, cancer hépatique. Il a des applications contre des bactéries multirésistantes comme Staphylococcus aureus, Mycobacterium pneumonia et des dizaines d'autres applications. Et il a été démontré in vitro qu'il est efficace contre le Covid-19 et pas qu'in vitro. Il y a actuellement des méta-analyses de plus de 18 études réalisé in vivo en Inde, au Pakistan, en Caire. Il y a actuellement un avocat qui s'appelle M. Tesser qui a saisi le Conseil d'État représentant 500 médecins français qui ont saisi le Conseil d'État et qui demandent l'obtention d'une RTU pour cette molécule qui est connue depuis la nuit des temps. Et le Conseil d'État lundi a renvoyé au canon grec la décision de l'ANSM. Alors que normalement, dans un état de droit, quand on a un ministère de la Santé soucieux de la santé de ses administrés, ainsi qu'une agence nationale de médicaments qui est soucieuse de la santé de ses administrés, et ainsi qu'une haute autorité de la santé qui doit être soucieuse de ses administrés, on n'a pas à avoir un collectif de 500 médecins qui saisissent un avocat pour saisir le Conseil d'État pour dire « Oh, on a un médicament qui partout dans le monde est en train de révolutionner, mais donnez-nous juste une RTU pour qu'on puisse le... » Et le Conseil d'État, pour l'instant, il attend. La réponse a été envoyée au calendrier. Oui, on va voir. Et on nous parle de vaccination. Non, mais c'est merveilleux, je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je veux pas. Le repositionnement des médicaments, actuellement, 40% des médicaments qui ont une autorisation de nouveaux médicaments sur une nouvelle application aux États-Unis sont issus du repositionnement. C'est un sujet phare qui va avoir une incidence cruciale partout dans le monde dans les prochaines années. On a vu les Big Pharma développer comme moyen, et avec les conflits d'intérêts, les prises illégales d'intérêts pour essayer d'interdire le repositionnement de médicaments, tomber dans le domaine public ne coûte rien, en favorisant un repositionnement d'un médicament qui s'est brevetable, entre un médicament qui va coûter 6 € et d'autres qui a des traitements qui coûtent à 2 000 à 3 000 € qui ont été rachetés par la Commission européenne à des centaines de milliers de doses pour qu'une semaine avant le résultat d'une étude qui a démontré qu'ils étaient non seulement pas efficaces, mais qu'ils étaient nécrotoxiques. Et après, qui est le Redemsivir. Une semaine avant, on a fixé 500 millions de doses, commande européenne. Redemsivir, seul médicament à être autorisé pour le traitement du coronavirus en Europe. Moi, je veux bien, madame. Alors, on a parlé des vaccins, on a parlé des médicaments, mais existe-t-il d'autres alternatives? Là, je veux parler des recours naturels ou des médecines alternatives, comme l'usage de l'homéopathie, la naturopathie, l'aromathérapie, l'usage des plantes, comme l'artémisia, le nigel peut-être, combiné au miel. Et tout récemment, un laboratoire guadeloupéen vient d'annoncer des résultats encourageants avec l'utilisation de l'herbe à pic. C'est une plante traditionnelle guadeloupéenne. Alors, peut-on envisager ces recours? Moi, je me pose la question. Vous m'excusez. Alors, ce n'est pas des recours alternatifs. Alors, bon, concernant l'homéopathie, je vous dis clairement, je vote en touche. Je ne suis pas contre, je ne suis pas fermé d'esprit, mais la mémoire de l'eau, écoutez, donc si vous enlevez l'homéopathie, moi je peux donner un avis sur le reste. Ça ne veut pas dire que loin de moi s'en fout dessus, mais je ne vais pas me prononcer sur ça. Faudrait peut-être qu'on envisage alors un débat avec un homéopathe la prochaine fois. Ce serait bien intéressant. Et le problème, c'est qu'avec l'homéopathie, il est impossible d'avoir en fait une réglementation scientifique pour l'homéopathie. Donc ça relève de la foi. On y croit, on n'y croit pas. Mais il est impossible d'avoir un débat scientifique avec des preuves scientifiques à la main. Voilà, ça c'est la réalité des choses. Après, c'est peut-être des mécanismes qu'on n'a pas encore découverts, hein. C'est aussi possible. Hein. Donc, la science, c'est l'état de la science à intenter. Hein. Et puis, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être trouver un mécanisme qui explique cet effet-là. C'est possible. Mais à cet instant-là, je ne me prononcerai pas pour l'homéopathie. Par contre, pour le reste,
Ce pas des médecines alternatives. L'essentiel des médicaments sont issus du monde naturel. Mais absolument toutes, que ce soit l'artémisine, que ce soit l'hydroxychloroquine, que ce soit même l'ivermectine, qui était issue d'une bactérie qu'un découvreur japonais qui a reçu avec son co-découvreur en 2015 de prix Nobel, a découvert dans un prélèvement de sol à côté d'un golfe près de Tokyo. Hein. C'est pur hasard, hein. Mais c'est l'écrasante majorité, mais la plupart des médicaments actuellement brevetés, les principes actifs, sont d'origine naturelle, ont été découverts dans le monde naturel, soit animal, soit végétal. Donc, utiliser l'aromathérapie, c'est-à-dire un concentré de plantes, n'est pas une médecine alternative, c'est un concentré de molécules bioactives qui peuvent être extrêmement dangereuses également. Donc, pour moi, c'est de l'allothérapie. Ce n'est pas juste qu'on ne maîtrise pas le principe actif exact qui est dans ce produit. C'est pour ça qu'ils ne sont pas brevetables. Pareil pour les plantes. La médecine dans les plantes traditionnelles existe depuis la nuit des temps. Je veux dire, l'artémisia, c'est qu'elle marche excessivement bien. Et d'ailleurs, la preuve, c'est c'est à partir de cela qu'on a isolé l'artémisinine, qui est la molécule phare qui a permis justement de soigner le paludisme. Pareil pour l'hydroxychloroquine, qui est dérivée de la quinine, dérivée d'un arbre qui s'appelle le quinquina. Donc, en fait, si vous voulez, je peux vous développer cet argumentaire à l'infini. À l'infini. Mais pourquoi à chaque fois on rigole parce qu'on utilise des plantes ou de phytothérapie? C'est parce qu'une plante n'est pas brevetable, ce n'est pas génétiquement modifiée. Et donc les laboratoires ont besoin d'extraire un principe actif qu'ils vont séquencer, reproduire pour le breveter, pour l'utiliser, pour pouvoir avoir le droit à la propriété et l'exclusivité de la commercialisation. Et ils ne mettront pas un centime pour justement des remèdes complexes de plantes, phytothérapie ou autre chose. Donc, bien évidemment qu'il y a sûrement une possibilité de traitement. Moi, je sais que on s'est foutu, les gens, excusez-moi, se sont vraiment foutus de la tête du président malgache qui avait développé cette fameuse boisson à base d'artémisia annua. Après, si on admet que l'hydroxychloroquine, qui est un antipaludique, fonctionne, d'accord? Que l'ivermectine, il y a des études, et ça, c'est pas qu'on va, comme la peptidine, clofoctol, on va faire les études cliniques, il y a plus de 18 études cliniques compulsées qui démontrent que l'ivermectine réduit la mortalité chez les personnes infectées, non seulement infectées, mais avec un stade avec des complications formelles de 75%, réduit la protection du personnel soignant de 83%. Et les 500 médecins avec le professeur Duterre, là, sont très saisir le Conseil d'État. Le Conseil d'État ne se prononce pas. On en arrive au niveau juridique pour qu'il alerte lui. Le président malgache, lui, il n'a pas eu besoin. Est-ce qu'on a regardé le taux d'infection et le taux de mortalité en Madagascar récemment? Je ne pense pas. Mais ça marche. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire d'essais randomisés. C'est compliqué de faire ce type d'essais randomisés pour venir avec des beaux tableaux et dire, regardez, bien sûr, ils vont dire, moi qui ai travaillé dans la recherche clinique pendant des années, qui sait le formalisme de la recherche clinique, bien sûr qu'ils ne vont pas le faire passer. Mais bien sûr que ça marche. Au-delà de ça, il y a d'autres plantes comme l'artémisia. C'est simple, quand on a essayé l'artémisia annua pour traiter le paludisme, ils ont isolé l'artémisinine, ils ont dit ok, c'est le principe actif qui soigne le paludisme, donc on le brevette, ça ne sert plus à rien, d'accord. Et ensuite, en Afrique, on a utilisé l'artémisia afra qui ne produit pas de l'artémisinine. Et l'artémisia afra protège contre le palud. Ce qui veut dire que dans une plante, issue de centaines de milliers d'années d'évolution, le cocktail de molécules qui est produit sont des molécules synergiques. Il n'y a pas qu'un seul principe, il y a un cocktail de principes actifs qui permettent justement d'empêcher l'apparition de multirésistance de la plante. Elle a compris ça depuis très longtemps. Ça veut dire qu'elle ne développe un principe actif pour lutter contre un parasite, mais pour le parasite étant vivant, va faire de la compétition pour essayer d'empêcher de trouver la stratégie pour y échapper. Elle va développer un cocktail. S'il est résistant pour là, il ne sera pas tout celui d'à côté. Pas celui d'à côté. Donc on a des complexes synergétiques de molécules naturelles qui fonctionnent. Donc toutes les voies sont potentiellement à étudier pour venir à bout de cette épidémie. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir l'autorisation de la santé publique et permettre aux gens de s'y essayer. C'est aussi simple que ça. Mais que voulez-vous? Je pense qu'on a besoin d'un réveil collectif, vraiment d'un réveil collectif pour comprendre ce qui se passe réellement. Parce que des solutions, on en a.
Et ça va arriver parce que on ne peut pas étouffer ça. Si ça n'arrive pas en France, ça arrivera dans les autres pays, c'est en train de percer, le bateau il prend l'eau de tous les côtés. Donc c'est juste le temps. Il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps. Alors autre chose qui n'est pas brevetable, que j'aimerais évoquer avec vous, c'est on parle très peu du terrain, favorable ou non à accueillir les virus. Je veux parler de notre corps et de son pouvoir, qui est notre véhicule dans cette vie, de notre système immunitaire, de l'alimentation qu'on lui donne, de l'hygiène de vie. Tout ceci me semble être quand même la clé d'une bonne santé. Et on a l'impression qu'en France, et peut-être dans d'autres pays aussi, que dès qu'on évoque ces possibles chances, c'est faire place au charlatanisme. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que je vous dis? Je veux dire, écoutez, sincèrement, quand on voit les porte-paroles qu'on a eues, comme Mme Sylvette Ndiaye, quand on voit le porte-parole qu'on a actuellement qui l'a remplacé, avec l'histoire des masques, oui, ça ne marche pas, si ça marche, il faut une technique pour faire les masques, ah bah finalement on confine, non, on ne confine pas. Et après, il nous donne des leçons, c'est nous les charlatans. C'est devenu carrément, actuellement, je veux dire, les lettres de noblesse de quelqu'un, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Avant, moi, quelqu'un qui me traite de charlatan, qui traite quelqu'un de charlatan, qui s'il y a une légitimité, je veux bien. Mais si c'est une bande de clowns qui aiment bien s'écouter, qui se permet de contredire dans les journalistes, dans les plateaux, des gens qui ont 30 ans, 40 ans d'expérience, et quelqu'un qui n'a absolument rien fait de sa vie, ou à part d'être sur les plateaux télé, ou alors bouffer les petits fous, qui me permet de donner son avis, je vous dis sincèrement, ça me touche absolument pas. Mais pensez-vous justement que notre système immunitaire a un rôle à jouer dans cette épidémie? C'est-à-dire, est-ce qu'on est... Voilà. Même dans la vaccination, qu'est-ce qu'on fait pour vacciner? On éduque notre système immunitaire. Si notre système immunitaire ne marche pas, qu'est-ce qu'on va vacciner avec quoi? Je veux dire, tout est basé sur notre système immunitaire. Même la vaccination. Quand une molécule, vous prenez un principe actif, on est d'accord? Quel que soit le médicament, il va utiliser une voie métabolique. Ça veut dire qu'il mime une action, mais qui utilise notre voie métabolique, notre corps. C'est lui qui fonctionne. Si vous voulez, c'est comme une clé. Une clé qui va ouvrir une porte, il faut un mécanisme cellulaire. La clé ne fait qu'activer le mécanisme. C'est exactement la même chose pour tous les médicaments. Notre corps est une machine, une incroyable machine, d'une sophistication qu'on n'imagine même pas. Il faut comprendre que dans le système immunitaire, une seule cellule est beaucoup plus sophistiquée, plus complexe que toutes les fusées ou toute la technologie qu'on ne pourra jamais produire. Une simple cellule. Donc, bien évidemment, on ne peut interagir sur notre santé qu'à travers notre système immunitaire et au-delà de notre système immunitaire, tout notre système biologique. On est ce que l'on mange. C'est aussi simple que ça. Quand on parle de comorbidité, ça veut bien dire qu'effectivement, en biologie, on dit que l'équilibre adaptatif naît de la somme des déséquilibres. C'est ce qu'on appelle l'hémostasie. Un équilibre figé qui ne bouge pas est appelé à disparaître. Parce que quand il est brutalement bouleversé, il n'a pas cette capacité de résilience à revenir en arrière. Or, toute la vie est faite comme ça. L'équilibre de tout ce que vous pouvez toucher au niveau cellulaire est une somme de déséquilibres qui s'équilibrent. Pourquoi? Parce que dès qu'il est déséquilibré, comme on est dans des équilibres qui bougent, ça va bouger, et puis ça va revenir à l'équilibre sous une autre forme pour s'adapter aux nouvelles conditions d'environnement. Donc, bien évidemment que notre système immunitaire est la base. C'est la base, c'est avec ça qu'on se défend, c'est avec ça et notre système immunitaire est tributaire des micro-organismes avec lesquels on vit. Que ce soit des bactéries, que ce soit des virus, que ce soit des champignons, on vit dans une bouillon de culture interne et externe, parce que quand on dit le milieu extérieur, c'est pas seulement notre peau, c'est aussi notre tissu digestif, c'est aussi nos muqueuses vaginales pour la femme et anales pour l'homme, c'est aussi le système pulmonaire, c'est aussi... Mais on est, et ça, ce n'est pas stérile, on est notre flore intestinale, notre microbiome intestinal, la flore vaginale, la flore au niveau de notre peau est notre meilleure protection et participe avec notre système immunitaire à notre santé. Quand on la bousille, ce qu'on appelle les dysbioses, c'est là où les pathologies arrivent. Et c'est même rentré dans le langage commun. Quand on dit à quelqu'un « Comment vas-tu, mon vieux ?» Comment tu vas? À la base, cette expression venait d'une personne qui dit « Comment vas-tu à la selle ?» Comment sont tes selles? Ça veut dire que si c'était effectivement, excuse-moi, c'est
peut-être un petit peu trivial, mais c'est vraiment important. En fonction de la forme des selles, de l'odeur, on pouvait savoir si on se sentait mieux ou pas, si on avait une santé, s'ils étaient molles, s'ils étaient noirs, plus de fer, on avait une anémie. Mais c'est une évidence. Les goutteurs d'urine au Moyen-Âge étaient communs. Quand l'urine était sucrée, c'était diabétique. Quand elle était un petit peu aigre, vous avez une cétonémie. Donc, si vous voulez, on a dans la médecine oublié les bases de la biologie et de la médecine. Et on a maintenant des gens qui sont des ayatollahs, qui ne comprennent rien à rien, et qui ont été cooptés à la tête des institutions par des décisions politiques de copinage et de cooptation, mais qui ne sont pas légitimes, qui vont nous expliquer. Mais travaillent pour des lobbies qui leur disent non, c'est comme ça, et celui qui ne pense pas comme ça, ben, c'est un charlatan, c'est un conspirationniste. Vous voulez que je vous dise, pour moi, ce que vous venez de dire, c'est n'importe quelqu'un qui a fait un minimum d'études ou même de bon sens, juste le bon sens, est capable de répondre à cette question. C'est une évidence. Ça ne prête même pas à discussion pour moi. Vous voulez que je vous dise, on est dans un monde fou. On est dans un monde fou. Les bras m'en tombent, je vous assure, les bras m'en tombent, chacun. On va traverser la Méditerranée et parler de l'Afrique. Le professeur Raoult, qui aime prendre en exemple le continent dans sa gestion du Covid, quelle est la situation actuelle, et notamment dans les pays d'Afrique du Nord? Objectivement, sur les pays d'Afrique, écoutez, quand je ne maîtrise pas trop, j'évite de me prononcer, je peux vous donner un avis général que je connais. Sur l'Afrique noire, je sais que, étant donné que l'Afrique est le continent le plus jeune, puisqu'on a plus de la moitié de la population qui a moins de 19 ans, qu'elle est appelée à un taux de croissance démographique énorme, donc, et que, vu les infrastructures de santé, il est très difficile d'avoir des informations claires et précises. Moi, je peux parler du Maroc, qui est mon pays de cœur, d'accord, parce que je suis binational, marocain et fier de l'être, et autant que je suis français d'ailleurs. Et au niveau du Maroc, on a confiné le premier fois, d'accord, parce que comme tout le monde, on ne savait pas où on mettait les pieds, et il fallait bien attendre d'avoir des informations. On a mis en place le protocole hydroxychloroquine, azithromycine, tout de suite, très obligé, puisque le ministère de la Santé, via le cabinet royal, a saisi Pasteur en l'empêchant d'exporter l'hydroxychloroquine, qui est produite à Casablanca, d'accord. Et on a inondé tous les hôpitaux avec, effectivement, des centres avec hydroxychloroquine et azithromycine systématiquement. C'est ce qui fait qu'actuellement, alors, par contre, effectivement, on a toujours utilisé la PCR avec des cycles très élevés, donc on a eu notre signe de psychose. Bon, actuellement, on a un taux de létalité de personnes infectées, c'est-à-dire qui ont des symptômes qui sont arrivés, qui est actuellement de 1,6%, ce qui est relativement faible, d'accord. Malgré la faiblesse de notre système de santé, on ne se débrouille pas trop mal. Là, actuellement, franchement, il n'y a pas de confinement. Les gens circulent comme ils veulent. On a un couvre-feu qui est plus ou moins normalement à 21h. Mais bon, objectivement, il est respecté si on veut. Donc, si ce n'est la problématique, comme le Maroc, comme un pays touristique, on a effectivement des problématiques de tourisme, et ça pèse énormément sur notre économie. Objectivement, on s'en sort pas trop mal actuellement. Je veux dire, c'est quand même, psychologiquement, je veux dire, sur la population, on s'en sort pas mal du tout. Pas mal du tout. Et puis surtout maintenant qu'il réagit systématiquement, dès qu'on a une problématique prescrite l'azithromycine, automatiquement, moi j'ai au moins plein de gens qui ont le Covid-19, ils ont été traités à domicile, on leur a donné la plaquette, tu rentres chez toi, hop, tu prends, 4-5 jours, c'était réglé. Et savez-vous ce qui se passe chez les pays voisins? En Algérie, en Tunisie, en Égypte? Écoutez, en Tunisie, je ne peux pas vous dire, en Égypte, moi non plus, je ne m'y suis pas intéressé, je peux vous dire. En Algérie, je peux vous dire que ça chauffe énormément en ce moment, mais pour des conditions politiques et économiques, parce que l'Irak a repris de plus belle, donc on a des manifestations mondes qui sont actuellement. Donc voilà, je pense que là, actuellement, les populations du Covid-19, notamment en Afrique et sincèrement en Algérie, je crois que le virus il passe en 36e position comparé aux problèmes qu'ils ont actuellement. Donc il faut bien comprendre que notamment dans les pays d'Afrique noire, parce que j'ai des amis quand même qui sont ivoiriens, sénégalais, qui me disent les préoccupations sont autres. Avec des taux de mortalité de 2%, 1%, je veux dire sincèrement, il faut bien comprendre, il y a des priorités dans tout dans la vie. Et avec des tels taux de mortalité, croyez-moi, vous voyez les gens qui meurent en accident domestique
ou simplement juste de non prise en charge de maladies, on est sur des taux plus supérieurs à ça. Là. Donc actuellement, on n'est pas dans une psychose. Sincèrement, je veux dire, ni au Maroc, la psychose est tombée pour des raisons économiques. On a laissé les gens travailler, tout est ouvert. Donc on a été obligé de prendre certaines mesures, parce que dans l'air du temps, vous avez bien vu que des mesures qui viennent d'en haut, qui viennent même de... on est obligé d'obtempérer, parce qu'il y a certains lobbies internationaux qui imposent des conditions. On a vu ça avec la Biélorussie. Mais objectivement, pour l'instant, il fait bon vivre. D'après ce qu'on fait bon vivre, les gens vivent. Tant bien que mal, mais ils vivent. Ils vivent. Les masques sont portés si on veut, surtout quand il y a un flic autour. Alors quand il n'est plus là, je vous assure que ça se trimballe sans problème. Les gens vivent et les autorités ferment les yeux parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut laisser les gens vivre, respirer un peu. Surtout quand économiquement, les prestations sociales ne sont pas au niveau. Les gens se démerdent, se débrouillent. Donc, voilà, pour être objectivement, c'est la réalité des choses. Il y a la réalité, il y a la psychose. Alors pourtant, le président français Emmanuel Macron a déclaré lors d'une visioconférence le 17 février avec des dirigeants africains, il a jugé, alors je cite, inexplicable et intolérable la lenteur du démarrage de la vaccination en Afrique. Et il a ajouté, je cite, si nous n'éradiquons pas sur tout le globe ce virus, il continuera de tourner et de faire des variants. Oui. Allez, Krishna, bravo. Je ne savais pas que c'était un spécialiste mondial des coronavirus. Bon, écoutez, vous lui dites de ma part, s'il arrive à éradiquer le coronavirus, je lui offre le champagne. Franchement, sincèrement, si on arrive à éradiquer du coronavirus, on est de la même famille que les virus qui donnent le rhume. C'est comme si je vous dis demain, j'ai décidé d'éradiquer la grippe. Il peut décider ce qu'il veut. Mais je veux dire, les virus sont là depuis de millions d'années. Alors, ce n'est pas un président qui va plus être là dans 2 ans, que Dieu l'entende, qui aurait décrété qu'on va se débarrasser des coronavirus. Bon, vas-y, Coco, tu peux y aller. Les dinosaures, il a fallu une météorite. Les virus, vas-y, on va se débarrasser des coronavirus. Ouais. D'accord, pas de problème. Le passeport vaccinal arrive en catimini. Il est présenté comme le laissez-passer au voyage, aux entrées des cinémas, des restaurants, de tous les lieux culturels. Depuis le 17 février, en France, le Conseil économique, social et environnemental, le 16, propose aux Français une consultation en ligne. Et au début du mois de février, c'est le ministre de la Santé marocain qui aurait annoncé la mise en place du passeport sanitaire. Alors, pensez-vous qu'il sera réellement mis en place et généralisé? Et y a-t-il un véritable intérêt? Alors, permettez-moi, Kate, ce n'est pas en février, c'est en novembre que le ministre de la Santé marocain, M. Aïd Taleb, fait une intervention sur la chaîne nationale et a parlé de la mise en place du passeport vaccinal. D'accord? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, là, moi je peux parler plus d'intervention du ministre marocain, M. Aïd Taleb, c'est que d'abord la requête n'est pas, cette décision n'est pas prise par les autorités du pays. La décision actuellement, il y a une association qui est l'AITA, qui est l'Association internationale du transport aérien, qui est un lobby oligopolistique, qui vient d'annoncer. Cette association, elle regroupe 270 des compagnies aériennes du monde, elle regroupe 84% du trafic aérien mondial, En 2015, elle générait à peu près quasiment 850 milliards de dollars de frais et fonctionne avec un budget qui avoisine les 600 millions de dollars, Et c'est ce lobby oligopolistique qui a décrété qu'il y aurait une mise en place d'un passeport sanitaire qui, sous préalable, pour prendre l'avion et pouvoir être libre de nos mouvements. Il faut bien que cette puissance de frappe de l'AIEA, elle est colossale. L'AIEA a été traitée, était considérée comme un cartel, qui réglementait le prix de l'ensemble du secteur aérien, dont elle gère les coûts, puisqu'elle fait la liaison entre, les compagnies aériennes, et les grands opérateurs, et également les opérateurs de fret.
le Maroc est un pays touristique. D'accord? Donc, à partir du moment où l'AIEA décrète qu'il va y avoir un passeport sanitaire, ou que les autres doivent mettre en place un passeport sanitaire, on est obligé d'obtempérer. Là, actuellement, la dernière position qu'on a eue du gouvernement marocain, qui est une position pour moi intelligente, c'est qu'elle a dit, écoutez, le passeport va prendre la forme d'un certificat de vaccination, d'accord? Il n'est pas obligatoire. Celui qui fera la deuxième vaccination ou la deuxième injection, on va lui donner un QR code où il pourra aller télécharger son certificat, d'accord? Et s'il est réclamé par les compagnies aériennes, ben, il est à disposition. Donc c'est très simple. Et ça, c'est valable pour le Maroc, mais c'est valable pour tous les pays. Quand l'AIEA, je veux dire, 270 compagnies aériennes et gère 84% du trafic aérien mondial, quand elle dit quelque chose, les États écoutent. Donc maintenant, c'est à nous de consommateurs. Voilà. Les États écoutent. Donc c'est à nous maintenant, consommateurs, de faire en sorte qu'elle n'arrête d'exiger ça. Mais tous les côtés là, c'est notre responsabilité à tous les consommateurs du monde, hein. Pas marocains, français, belges ou ailleurs. Mais quel est l'intérêt pour l'AIEA d'exiger ce passeport vaccinal? Est-ce que c'est limiter la propagation du virus? Ou quel est l'intérêt? Qu'est-ce qui se cache derrière? Quel est l'intérêt, effectivement, de la plupart des pays d'avoir confiné pour un virus qui a 2,3% de mortalité, d'avoir empêché l'utilisation de médicaments qui pouvaient stopper le virus, de détruire les économies? Pourquoi avoir fait tout ça? Pourquoi avoir refusé la RTU à l'hydroxychloroquine? Pourquoi avoir poussé le Lancet à publier des résultats bidonnés qui ont influencé la politique sanitaire de tous les pays au monde? Pourquoi? Ça n'a ni queue ni tête. Donc, moi, je veux bien. Moi, je ne suis pas dur. J'ai ma petite idée, mais je ne vous la donnerai pas, pour être très clair. Mais si vous me posez pourquoi, moi, je vous dis, il y a beaucoup de pourquoi à se poser la question actuellement. Énormément de pourquoi. Parce que toute la succession des scandales et d'événements durant cette crise sanitaire n'est faite que de pourquoi. Et il n'y a pas de réponse. En tout cas, pour une personne intelligible, sensée, il n'y a pas de réponse intelligible, sensée. Donc, il y a un agenda caché. D'accord? Je pense que des éléments de réponse ont été apportés par le 442 quand ils ont cité le fameux bouquin Covid-19, la grande Great Reset de M. Claude Schwab, fondateur économique de Davos. Il y a un agenda en train de se mettre en place. Et donc je pense que l'année 2021 va être riche en enseignements. Actuellement, il y a une politique de vaccination qui est en train d'être menée à très grande vitesse. Il faut savoir qu'ils sont pris par le temps, parce que déjà d'une part, les effets secondaires, si effets secondaires il y a, vont arriver. C'est surtout que l'inefficacité du vaccin va être prouvée, parce que là on a quasiment 50 cas qui sont effectivement de réinfection officielle, et ça augmente. On a vu que les campagnes de vaccination avec l'AstraZeneca en Afrique du Sud ont été arrêtées parce qu'ils ne couvraient pas contre le variant sud-africain, mais ça, ce sont des faits qui vont s'accélérer. D'accord? Et cerise sur le gâteau, de toute façon, on a une vaccination générale qui est en train d'arriver naturellement, parce qu'on est en train d'arriver à une immunité collective et qu'il y a des immunités croisées qui sont en train d'arriver. Donc l'épidémie va s'essouffler, que l'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Donc à un moment, si le vaccin n'est pas efficace contre les variants, que l'épidémie s'essouffle, d'accord, à un moment, leur stratégie de vaccination va tomber à l'eau. Donc ils sont obligés d'accélérer vite pour pouvoir en vendre le maximum, parce qu'à un moment ou à un autre, ça va prendre l'eau, les supercheries vont être visibles. Si supercherie est là, il y a, mais ça va être visible. Dans les mois à venir, il y a beaucoup de choses qui vont être visibles, ça commence déjà. D'accord? Donc ça appuie, il faut aller vite, parce qu'ils sont pris par le temps. Ils sont vraiment pris par le temps. Donc ça viendra. Avec toutes ces interrogations, sommes-nous en droit de nous interroger sur l'origine du virus? Ou aujourd'hui, il faut se dire, c'est plutôt avancé? On peut s'interroger sur pourquoi on s'empêcherait de s'interroger. Bien sûr qu'on peut s'interroger, sans problème. De toute façon, on va avancer, mais est-ce qu'on a d'autres choix? Je veux dire, on a toujours avancé depuis la nuit des temps. Je veux dire, on va avancer, bah oui, pourquoi on va reculer? Bah oui, on avance, bien sûr qu'on va avancer, comme pour tout. Je veux dire, on est des êtres humains, on a une vie qui est limitée, soit on la vit,
Et on va finir, effectivement, notre vie à une fin. On est en train de pourrir la vie. Et notre vie, elle est importante. Pour un virus qui a une taux de mortalité relativement bas, qui touche seulement des gens qui sont déjà à la retraite. Et je vais te dire, mais bien sûr qu'on va avancer. Et la question est, on va avancer vers où? C'est ça la question. Avancer, on va avancer. Mais on avance vers où? Donc très bien, le monde d'après, tout le monde, très bien le monde d'après. Moi je ne vois pas le monde d'après. En tout cas, il prend une sacrée tournure le monde d'après. En tout cas, les choses vont aller très vite. Les choses vont aller très vite. Voilà, moi je ne suis pas devin, mais ça va aller très vite. Je crois que on va dire les 6-8 mois prochains vont être décidés. Il y a beaucoup de choses qui vont apparaître. Pour terminer, j'aimerais qu'on termine sur une note positive. J'espère que vous adhérez. Quel message d'espoir pourrions-nous apporter à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent afin de transcender leurs peurs, leurs doutes, leurs interrogations? Parce que finalement, nous voudrions tous retrouver un brin de liberté, mais la liberté, c'est déjà de n'avoir peur de rien. Alors, la liberté, c'est d'avoir peur de rien. Je veux dire, prudence et mère de sûreté. Non, avoir peur de rien, je ne pense pas que ça soit judicieux. Mais avoir peur de choses qui sont réellement dangereuses. Peur pour avoir peur, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. D'accord? Donc avoir peur, c'est bien, mais je te dis, être complètement hystérisé et avoir peur surtout complètement effrayé, on dit, on connaît, l'affectif bloque le cognitif, donc quand on a peur du tout, on arrête de réfléchir. Et comme on dit, alors je ne me rappelle plus qui avait dit ça, mais c'est une maxime que j'aime beaucoup, celui qui sacrifie un petit peu de sa liberté pour un peu plus de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finira par perdre les deux. Donc, il y a énormément de choses, les gens s'éveillent, il y a les gens qui sont en train de prendre connaissance. Déjà, vous voulez arriver d'arrêter de peur, éteignez la télé, sincèrement, éteignez-la. Choisissez les mémoires, ça fait 15 ans que j'ai plus de télé, ça fait 15 ans que je refuse qu'on m'impose quelque chose, je veux me documenter. J'ai Internet, je me documente comme je veux, chez qui je veux, je regarde un peu partout, même si parfois j'écoute ce que disent les Russes, j'écoute ce que disent les Chinois, j'écoute ce que disent les pays africains, j'écoute ce que disent les Iraniens, j'écoute des gens qui font des synthèses qui m'intéressent, dont Marcel que j'ai découvert et que j'ai adoré déjà depuis le départ, mais d'autres, énormément d'autres. Documentez-vous, allez chercher l'information, allez la chercher et recoupez-la, croisez les informations. Et il n'y a pas de gourou, vous prenez toutes les informations possibles, vous les croisez, instruisez-vous. Et obligez-vous, et à un certain moment, prenez des décisions. Prenez des décisions. À un moment ou à un autre, ça ne sera pas tout seul. Il faut prendre des décisions. Alors, je ne dis pas, il y a des décisions très simples. Ça veut dire, écoutez, si quelqu'un met un masque et vous dit non, vous regardez la télé, si vous vous imposez une émission ou quelque chose avec lequel vous adhérez pas, vous ne regardez pas. Vous êtes chez un marchand qui veut vous imposer de faire ça. Vous ne rentrez pas, vous n'achetez pas. Vous voulez une compagnie aérienne qui vous dit « Ah non, mais il faut », vous ne la prenez pas. C'est aussi simple que ça. Ça commence, chacun, comme on dit, c'est comme le petit colibri qui fait les allers-retours. La forêt est en feu, j'adore cette maxime également. Et tous les animaux sont en train de hurler et s'extasient. Ils sont en train de pleurer « Mon Dieu, notre forêt, notre forêt ». Il y a un petit colibri, ça prend 2 gouttes d'eau, il va balancer. Prendre 2 gouttes d'eau, il va balancer. Puis tous les animaux lui disent « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. Tu vas rien arriver tout seul. Il lui dit oui, je sais qu'à moi tout seul, je n'arriverai pas, mais moi, je fais ma juste part. Comme ça, je n'aurai rien à me reprocher. Donc, à chacun de nous, nous avons une juste part à faire. D'accord? En prenant des décisions qui nous impliquent tous les jours, alors pas d'aller prendre un lance-roquette et les attaquer qui que ce soit, mais d'influer à notre niveau et d'être en concordance avec nos idéaux. Si chacun fait ça, croyez-moi, à la fin, ça plus ça, chaque petit colibri qui ramène sa goutte d'eau, ça commence à faire des rivières, puis des rivières font des fleuves, et les fleuves font des océans. On y arrivera. Et moi, j'en suis persuadé, sinon, on va y arriver. Ils sont à court de temps. Et nous sommes de plus en plus nombreux, et nous nous éveillons de plus en plus chaque jour. Instruits. Il y a des gens, cette épidémie, il y a un jour des gens extraordinaires.
professeur Fousset, professeur Toussaint, professeur Raoult, Parola, Sylvain Trotta, Marcel, mais il y a plein de gens, partout dans le monde, les gens s'éveillent, partout dans le monde, les gens s'éveillent. Donc, soutenons ce mouvement et agissons de concert, unissons-nous, et ça ira, ça ira. Moi, j'en suis persuadé, sinon on arrête de vivre. Vivez, prenez des choses positives. Faites des choses qui vous plaisent. Rapprochez-vous de vos proches, rapprochez-vous de vos parents, rapprochez-vous, enracinez-vous. Allez demander bonjour à votre voisin. Essayez de créer du lien. On y arrivera. Merci beaucoup, Amina Chachi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Kate, et je suis vraiment honoré que vous m'ayez sélectionné, que j'ai pu m'exprimer sur le Média 442. Vous embrassez l'équipe et je vous remercie pour le travail extraordinaire et l'espoir que vous donnez à l'ensemble de la population et du travail faramineux que vous abattez. De tout cœur, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Bonne soirée. Bon bah maintenant que t'es là, abonne-toi. L'idée c'est que tu loupes rien. Donc clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con pour qu'elle t'avertisse. Bon, je te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt mon ami.